Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Sean. C'est très intéressant. Alors, je vais m'adresser maintenant à Alexandre Wolf. Alors, là, vous devez être ravi d'entendre qu'il y a une petite enclave à Cadarache, là, totalement plurilingue. Donc, est-ce que vous avez pris ça en compte dans votre état des lieux du français et notamment, effectivement, dans le concert linguistique de la mondialisation? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de l'état du français, en quelque sorte? Oui, je ne vais pas trop vous parler de l'état du français, mais peut-être un peu de la dimension économique de la langue française, et puis essayer de piocher dans mes notes plus fournies que celles du professeur Agege, mais que je vais raccourcir, les éléments qui peuvent alimenter un peu le débat et qui sont nouveaux. Ce qu'on peut dire, il y a trois volets peut-être dans ce qui a été évoqué qui peuvent concerner la francophonie et ses études. Il y a la question de la domination d'une langue, effectivement, qui est un élément à prendre en compte. Il y a la question du poids de la langue française dans le domaine économique, qu'on commence à évaluer un peu mieux. J'ai amené ici une première tentative, pour ceux que ça intéresse, de notre organisation de dresser un petit tableau de cette dimension économique, encore très sommaire. Et puis, il y a la question de l'attractivité de la langue française, hein, puisque, comme le disait le professeur Agege, je pense qu'on est beaucoup sur des illusions trompeuses, des slogans, des choses qu'on répète mécaniquement et qui ne sont pas toujours justes quant au rapport réel de force des langues, notamment dans le domaine commercial. Alors, sur la domination, il est clair, ça a été beaucoup dit, je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre beaucoup plus, sauf à dire que les Britanniques eux-mêmes, hein, les locuteurs d'anglais, les anglophones, s'inquiètent de plus en plus de leur situation d'unilingue. Et on a vu, je crois qu'on en est au deuxième rapport de l'Académie britannique, qui pousse un cri d'alarme auprès des autorités de Grande-Bretagne en leur disant attention, notre jeunesse et puis notre population active, notamment dans le domaine de la recherche, est en train de se couper du monde et se condamne à un appauvrissement non seulement personnel, mais à terme économique de notre propre pays. Et ce sont donc les Anglais qui le disent, en dehors de toute cette vague aussi chez une élite anglophone qui regrette de voir ce qu'ils considèrent comme une belle langue, et ils ont sans doute raison, se dégrader et devenir une espèce d'idiome de communication complètement appauvri. L'autre élément par rapport à cette domination de l'anglais, qui n'est donc pas une langue neutre, je crois que c'est un concept très important qui a été soulevé, parce qu'on aurait pu effectivement considérer, et c'est souvent ce qu'on entend, notamment dans les organisations internationales, Madame le disait très bien, nous étudions la situation des langues dans les organisations internationales, interétatiques, et on s'aperçoit de cette domination écrasante de, appelons-le l'anglais, mais chacun comprend qu'il ne s'agit pas vraiment de l'anglais. On s'aperçoit que ça crée des situations de déséquilibre dans des organisations qui sont justement là pour, en principe, faire émerger des situations, des positions de compromis, des discussions où chacun peut faire valoir à la fois ses intérêts et sa vision du monde. Et malheureusement, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas, y compris jusque l'Organisation des Nations Unies, qui est pourtant l'organisation mère par excellence et qui devrait être le lieu où se discutent et s'apaisent, si possible, les potentiels conflits du monde. Et non seulement il y a une domination donc des anglophones natifs, comme on dit, une expression un peu vilaine, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, mais surtout il y a une perte d'efficacité, de substance bien sûr, mais d'efficacité. Et les organisations sont venues à créer des systèmes de correction, de révision, pour essayer de faire émerger une pensée cohérente d'un discours qui ne l'est plus. Il y a aussi les travaux, je voulais citer, de François Grain, pour ceux qui s'intéressent à cette question, qui est à la fois un économiste, mais qui s'est penché sur la question linguistique et qui, au fil de ses travaux, a essayé de démontrer, en le chiffrant, le coût pour les non-anglophones natifs de cette domination de l'anglais, et qui arrivait à quelques milliards d'euros pour ce qui concerne l'Europe, et qui, encore une fois, laisse les propagandistes de cette langue complètement aveugles d'une situation dans laquelle chacun va y perdre. Alors maintenant, sur le poids de la francophonie, de la langue française, on commence à avoir quelques éléments. Je vais vous en livrer quelques-uns sans vous abrutir de chiffres.
et notamment une étude assez récente qui a été conduite, mais qui n'est pas encore publique, je crois, à la demande du ministère des Affaires étrangères français par une fondation qui s'occupe de recherche économique, et qui a fait émerger ce critère de proximité linguistique, enfin de communauté linguistique au sein des pays francophones. Pays francophones, je ne parle pas au sens institutionnel, parce que l'Organisation internationale de la francophonie, ce sont 77 États et gouvernements, 56 membres de plein droit, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas francophones au sens courant du terme, et qui est celui qu'on retient ici, c'est-à-dire des pays dans lesquels le français représente un vecteur de communication courant et quotidien des populations, c'est-à-dire une trentaine de pays. Eh bien, ils ont établi que non seulement ces pays commerçaient plus ensemble que s'ils n'avaient pas cette langue commune, mais qu'en plus leurs échanges étaient plus résistants aux effets de crise, et que cet ensemble, cette communauté linguistique créait, de fait de l'ouverture commerciale plus grande, qu'ils ont mesuré aussi, je vous épargne tous les chiffres, tout ça est en pourcentage, qu'ils créaient des conditions d'une croissance plus soutenue. Donc, en raccourci, ça veut dire que le fait de partager une langue, et c'est ce qu'on disait pour les affaires il y a quelques instants, non seulement les renforce, les rend plus durables, mais crée plus de richesse. Donc ça, c'est sur le plan purement économique du poids d'une langue, et je pense que c'est important qu'on commence à avoir des éléments qui viennent contredire un discours qui est peut-être un peu mécanique et pas toujours étayé et pas toujours chiffré. Sur le poids de la francophonie et de la langue française, bon, bien entendu, ça représente un certain pourcentage et de la population mondiale et de la richesse mondiale. Selon les calculs, c'est entre 8 et 15% du PIB mondial et entre 6 et 14% de la population. Mais même si on s'en tient aux francophones, stricto sensu, c'est entre 6 et 8% de la population. Et surtout, ça va croître. C'est là-dessus que je voudrais insister, sur le poids de la langue française, de la francophonie. On sait, les projections démographiques nous le disent, que l'Afrique est un continent qui va quasiment doubler sa population dans les 20 ans qui viennent. Et donc, au sein de ce continent immense, il y a bien sûr beaucoup de langues. Le professeur Agege l'a dit, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de langues africaines, mais il y a quelques langues de communication internationales, interrégionales, dont le français, et les francophones sont dans cet univers-là très bien placés et devraient continuer à l'être. Évidemment, je mets le conditionnel, puisque cela suppose que le français demeure une langue d'enseignement, statut dans lequel elle n'est pas menacée, sauf marginalement, comme il y a eu l'épisode du Rwanda qui a beaucoup fait couler d'encre, mais qui était finalement une exception. On pourrait expliquer pourquoi, mais qui ne devrait pas toucher d'autres pays. Et bien entendu, sous réserve aussi que les systèmes éducatifs progressent et soient capables d'absorber ces populations nombreuses qui arrivent. Mais la dynamique démographique, la dynamique de croissance aussi, je vous rappelle que les taux de croissance en Afrique ne feraient pas lire beaucoup de pays européens, nous incite à penser dans un environnement régional qui se structure avec des unions commerciales, avec des organisations harmonisées du droit des affaires, nous laisse à penser que le poids de la francophonie économique va s'accroître ici. Et on voit bien, on citait les Chinois, là, les investissements chinois en Afrique se font de plus en plus nombreux, mais ils se font beaucoup en français. Et les Chinois qui arrivent ici, qui arrivent sur ce continent, ont appris le français et continuent à l'apprendre pour cette raison. Enfin, pour terminer, peut-être sur la question de l'attractivité de la langue. Je crois qu'il faut là aussi pas sombrer dans le pessimisme. Il ne faut pas être un optimiste béat, mais il ne faut pas non plus être pessimiste inutilement. Et là, il y a quelques éléments qui méritent d'être rappelés. Il faut savoir d'abord que l'enseignement du français dans le monde progresse, contrairement à ce qu'on dit parfois un peu rapidement. Il y a de plus en plus de francophones. Alors on l'a dit, c'est beaucoup pour des raisons démographiques, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui apprennent le français. Ça peut surprendre, on n'a pas l'habitude de l'entendre, mais c'est un fait avéré par les chiffres. Évidemment, démenti en Europe, c'est peut-être ça qui fausse notre perception, parce que c'est l'exception européenne, effectivement, où, du fait de l'appauvrissement de l'offre linguistique dans les systèmes éducatifs de la plupart de nos pays européens, où on s'oriente malheureusement vers un unilinguisme de fait pour la langue étrangère, en dehors de l'Europe, la langue française progresse. Et donc, l'attractivité du français est réelle. C'est le cas dans le monde arabe et le Moyen-Orient, c'est le cas
en Afrique subsaharienne, y compris dans les pays non francophones. Et là, on voit des progressions spectaculaires d'apprenants de français dans toute la zone anglophone qui entoure, ou lusophone, qui entoure les unions régionales francophones, parce que justement, c'est un moyen de faire des affaires et d'avoir un avenir. Et puis, elle progresse aussi en Asie. Et là, on attend avec impatience, je ne peux malheureusement pas vous les donner encore les derniers chiffres, mais il semble que la croissance soit assez spectaculaire, même si ça part d'assez bas parfois. C'est peut-être pour ça que les chiffres sont importants. Mais en tous les cas, il y a une dynamique. Et l'attractivité de la langue, elle se voit aussi dans la manière dont les professions s'organisent. Je reste sur le domaine professionnel, parce qu'il y aurait beaucoup d'autres domaines à évoquer, mais sur le domaine professionnel, Monsieur Agege citait les experts comptables, et je crois que c'est un très bon exemple, parce ils sont à l'origine, sont l'un des fondateurs d'un réseau tout récent, qui a 2 ans, qui s'appelle le réseau des associations professionnelles francophones, qui regroupe donc des experts comptables, des notaires, des techniciens de laboratoire, ce qu'on appelle les normalisateurs. Bon, c'est un peu rapide, mais tous ceux qui sont dans les instances de normalisation, évidemment enjeu crucial pour l'économie. Les infirmiers, il y en a les gestionnaires de projet, il y a les ingénieurs. Beaucoup de ces professions qui étaient déjà fédérées au niveau international et sous l'emblème de la communauté linguistique ont décidé de créer un réseau de réseaux en quelque sorte, qui va faire 2 choses. À la fois dire et mettre devant le public la réalité de cette domination de l'anglais et du coût qu'elle a pour tous les autres, et défendre leur outil professionnel, qui est la langue, parce que la langue est un outil professionnel, à la limite, quelle que soit sa profession, pour pouvoir non seulement continuer de travailler, mais aussi développer des affaires et des expertises. Et la question de la normalisation est cruciale. Et là encore, la domination d'une langue fait courir d'énormes risques, non seulement à la diversité, mais puisqu'on parle d'économie, à la croissance et au développement de beaucoup de pays. Et je voudrais finir peut-être sur cette idée de diversité en disant que l'Organisation internationale de la francophonie, les pays fondateurs, c'était une vingtaine de pays au début des années, à la fin des années 60, mais l'idée a émergé au moment des indépendances africaines, étaient tous des francophones, mais plurilingues. Ce n'est pas une idée de la France, qui était d'ailleurs avec beaucoup de réticence au début, pour de bonnes et de moins bonnes raisons. Et ces plurilingues, ils ont gardé cette identité originelle de la francophonie comme une marque indélébile et puis aussi une revendication. Et donc aujourd'hui, la francophonie, même si ce vecteur commun permet à des populations très diverses de dialoguer et de se connaître mieux, et c'est déjà un avantage formidable, insiste beaucoup sur les développements dans les langues de chacun. Et en particulier sur le continent africain, il y a beaucoup de nos programmes de l'OIF qui vont de pair avec le développement des langues africaines. Alors les quelques langues qui ont une audience un peu plus large que d'autres, parce qu'il y a beaucoup de langues sur le continent africain, et qui permettent à la fois qui permettent aux citoyens, aux Burkinabés, aux Congolais, aux Sénégalais de se sentir pleinement dans son identité, qu'il parle Wolof, Moré ou Bambara, et citoyen du monde grâce à ce vecteur qu'est la langue française, vecteur international. Je crois que c'est une démonstration par les faits de l'importance et aussi sans doute de l'avenir de cette diversité. En tous les cas, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce à quoi on s'emploie. Merci. Merci beaucoup, Alexandre.